Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour du challenge 365. Je vous laisse vous connecter tranquillement, si certains sont là. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si le son est bon. J'espère que ça ne va pas couper. Coucou tout le monde. Je crois que je commence un peu plus tôt que d'habitude. Yes, cool. Merci. Aujourd'hui, je vais parler de... Coucou Véronique, merci. Aujourd'hui, je vais parler de mon parcours professionnel, puisque c'était une question. C'est une question que j'ai eue hier, donc je vais prendre le temps d'y répondre aujourd'hui. Coucou Pauline. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, vraiment. Vraiment. On est de retour au Cambodge, ça y est. On a passé 3 jours à Bangkok. Donc voilà, là on est de retour au Cambodge et ça fait vraiment du bien de rentrer chez nous. De retrouver la douceur de vivre du Cambodge, de Siem Reap. Coucou Jean-Paul. Coucou tout le monde. Juste, j'attends quelques minutes avant de rentrer dans le vif du sujet. En même temps, le live sera en replay, donc normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer de ne pas faire trop long aussi. J'avais mis une petite boîte à questions. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser aussi au fur et à mesure. Et puis, je prendrai le temps d'y répondre avec grand plaisir. Voilà, je suis un peu fatiguée encore aujourd'hui, donc d'avance, excusez-moi si je bafouille ou si j'oublie ce que j'ai envie de dire, puisque même quand je suis en forme, ça m'arrive souvent d'avoir des trous quand je parle et quand je pars un peu dans tous les sens. Bref, mon parcours. Hier, je finissais en vous disant, je vais vous parler de mon parcours, vous n'allez pas être déçus. Alors, en fait, j'ai un parcours plutôt atypique. Coucou Charlène. J'ai un parcours un peu atypique. Quand je parle d'atypique, peut-être bien que c'est plus si atypique que ça aujourd'hui, mais je me souviens qu'avant, ça l'était. De passer d'une voie à l'autre, d'un boulot à l'autre, c'était pas forcément ce qui était le plus courant. Et quand j'étais encore salariée, avant de m'installer à mon compte, c'est vrai que quand je postulais et que les employeurs voyaient mon parcours professionnel et mes diplômes, parfois ils avaient un peu les yeux en croix et souvent j'avais les mêmes questions de qu'est-ce qui vous a conduit de ça à ça en fait. Donc voilà. Et moi j'aime bien ce chemin, c'est-à-dire que plus jeune je pouvais en avoir un petit peu honte. Et même parfois je me disais mince, est-ce que je continue de laisser mon premier diplôme, est-ce que je continue de laisser mon premier job alors que c'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui. Et là où avant je pouvais être un peu gênée de ça, aujourd'hui je trouve que ça en fait une belle expérience, une grande force et je suis très contente en fait de ce parcours que j'ai choisi. Donc personne ne m'a imposé, c'est moi qui ai choisi ce parcours-là. Et dans ce parcours, c'est par ça que je voudrais commencer. C'est qu'il y a quelque chose qui a toujours été très très important pour moi, c'est qu'à partir du moment où ça fait plus sens, j'arrête. J'arrête et je crée autre chose. Et ça a toujours été comme ça. Tous les boulots que j'ai faits, je les ai faits vraiment avec beaucoup beaucoup de passion. J'ai toujours été passionnée. Et ouais, à chaque fois que le feu n'était plus là, j'ai changé. Alors parfois, j'ai pas fait, je suis pas toujours partie dans des extrêmes. Parfois, ça a été un espèce de chemin très logique. Parfois, ça a été un peu plus comme ça. Voilà. Et en même temps, en y réfléchissant aujourd'hui, j'ai 43 ans, je me dis que toutes ces études, ces différentes formations, tous ces différents jobs que j'ai faits, et ensuite en étant à mon compte, tous les chemins que j'ai pris m'ont conduit exactement là où j'en suis aujourd'hui et m'aident beaucoup et m'ont vraiment permis de créer Soma Soa
aujourd'hui, ouais, et de faire de Soma Soa ce que c'est aujourd'hui en fait. Et c'est les prémices, donc je suis très heureuse. Voilà. Après tout ce petit teasing, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et franchement, je ne sais pas vraiment par quoi je vais commencer. Par le début. Par le début. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails de ma vie et de mon enfance. Parce que je ne suis pas très sûre que ce soit intéressant ici. C'est vrai que j'en parle plus facilement dans les espaces que je crée, qui sont plus intimistes, hors des réseaux sociaux, donc souvent dans les coachings ou avec la tribu holistique ou dans les différentes transmissions, dans les différents programmes. C'est vrai que j'ai plus de facilité à partager ça. Mais brièvement, en fait, moi j'ai vraiment grandi dans une... j'ai grandi dans une famille où il y avait... beaucoup de violence, beaucoup de violence, de la maltraitance, je le dis en rigolant, mais voilà, c'était vraiment une réalité. Et ça n'a pas toujours été évident. Et pour autant, il y a toujours eu une part de moi qui était persuadée que je pouvais réaliser ce que je voulais et qu'en tout cas, autre chose de mieux m'attendait. Et franchement, cette idée m'a vraiment sauvé la vie, vraiment. Parce que je suis passée par des phases plus jeunes, des états dépressifs et qui ont vraiment été compliqués, avec une estime de moi, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus bas. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a vraiment conduit en fait après à choisir ce que j'avais envie de faire par la suite. Donc, j'ai grandi dans cette famille, elle était comme elle était, mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient. Et je ne crois pas qu'ils aient fait le choix conscient d'être ce qu'ils étaient. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils m'ont offert l'opportunité de faire les études que j'avais envie. Et pour ça, je les remercie parce que quand au collège, il a fallu choisir mon orientation et que je leur ai dit que moi, je voulais être styliste, alors que j'ai grandi dans le 93 et qu'a priori, ce n'était pas vraiment la voie qui m'était destinée. Parce que quand j'ai dit ça à mon conseiller d'orientation, je m'en souviens, il m'a dit « Mais non, Sandra, en fait, tu vas faire comme toutes les filles, tu vas aller en BEP sanitaire et social. » Et ça, c'est génial parce que je crois que ça a été un peu comme ça tout le long de mon chemin. À chaque fois qu'on m'a dit non, tu n'y arriveras pas, il y a un espèce de feu qui s'allumait en moi de non, en fait, ça me fait vibrer et c'est exactement ça que je vais faire. Et je vais me prouver à moi et je vais prouver à tout le monde que je peux faire ça, même si personne ne le fait encore, même si ça paraît complètement incongru ou je ne sais quoi, je sais que je peux y arriver. Et à chaque fois que je savais que j'étais sûre que j'y arriverais, j'y suis arrivée. Vraiment de manière très improbable parfois. Bref. Et donc à 15 ans, moi je suis partie faire mes études à Paris. C'était la première fois que je prenais le RER, je sortais de ma banlieue et ça paraît rien comme ça, mais vraiment ça a été un vrai tournant déjà dans ma vie. Donc j'ai fait mes études de stylisme, modélisme, donc pour être styliste et modéliste, et j'ai fait un premier stage automne-hiver 98 chez Nina Ricci, et ensuite à l'âge de 18 ans j'ai eu mon diplôme et donc j'ai commencé à travailler en tant que styliste. Coucou Stéphanie. Donc ça, c'est vraiment mon premier job, vous voyez, enfin rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc j'étais styliste dans le prêt-à-porter de luxe, dans le 3e arrondissement. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai toujours aimé dessiner depuis que j'étais enfant. Enfin voilà, enfant, je dessinais beaucoup. Je lisais aussi énormément. J'ai commencé à lire, je me souviens, à mon plus jeune âge, je lisais les bouquins Harlequin de ma grand-mère. Et puisque ma grand-mère est espagnole et elle a appris à parler français en lisant ces bouquins-là. Voilà. Et donc chez mes grands-parents, il y avait des bibliothèques remplies de bouquins Harlequin. Pour ceux qui ne connaissent pas les bouquins Harlequin, c'est vraiment des histoires d'amour, mais on ne peut pas faire plus romancé et plus kitsch. Voilà, ce qui m'a laissé croire d'ailleurs à une certaine forme de couple et d'amour qui était très très loin de la réalité, bien sûr, beaucoup moins romancée derrière, mais voilà. Ça y est, je suis même pas à mon premier job que je commence à partir dans tous les sens. Voilà, par pitié, recadrez-moi si vous le voulez. Bref, mon premier job, c'était styliste sur Paris et je suis très contente. Ça n'a pas été simple du tout parce que la mode, ça peut paraître être quelque chose de très féminin, mais c'est en vérité un monde très masculin et assez misogyne d'ailleurs.
En tout cas, moi, j'ai évolué dans un monde assez misogyne, avec les femmes qui étaient plutôt les petites mains dans les ateliers et les hommes plutôt ceux qui décidaient et qui dessinaient. Donc voilà, moi j'étais styliste pour un autre styliste freelance. Et je crois j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que ça me dégoûte complètement du dessin. Et plus jeune, en fait, j'avais 2 rêves. C'était soit d'être styliste, soit d'être juge pour enfants. Voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et juge pour enfants, c'était trop long. C'était des études trop longues. Et moi, j'avais hâte de pouvoir avoir mon appartement. Donc, j'ai choisi la voie la plus facile pour moi, ce qui était loin d'être évident pour le reste du monde, puisque quand on fait nos études de styliste, ils nous disent bien qu'il y a peu de personnes qui arrivent à percer. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de faire partie du tout petit pourcentage qui ont réussi à avoir un job là-dedans, donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et ça a été une chouette expérience. Et puis quand ça l'a plus fait et que je me suis rendu compte que j'étais complètement dégoûtée, je me suis réorientée tout doucement vers cette voie qui m'animait aussi. Et en fait, j'ai commencé à faire des remplacements dans un foyer départemental de l'enfance qui était à côté de chez moi. Et j'ai bossé donc avec des enfants âgés de 8 à 13, puisqu'après c'est les ados, de 8 à 13 avec un groupe d'urgence. Voilà, donc dans un très gros centre, un très gros foyer dans le 93. Et j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai repris mes études d'EduxP à ce moment-là, 3 ans d'EduxP. Et puis j'ai continué et à partir du moment où je me suis formée et j'ai obtenu mon diplôme, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'ai eu l'impression de rentrer dans un espèce de moule. J'ai appris beaucoup de choses et en fait je faisais les choses beaucoup moins avec mes tripes. En tout cas, tout passait par le filtre de mon mental et c'est devenu moins fluide pour moi. Notamment, il y avait cette espèce de discours à l'époque, je me souviens, de faut pas s'attacher aux enfants et pour moi c'était complètement genre mais comment ça faut pas s'attacher aux enfants. C'était improbable pour moi d'être tous les jours avec ces enfants et de me dire je dois pas leur apporter d'amour, je dois pas créer de liens avec eux, juste j'arrive, je fais mon job, enfin voilà, ça c'était pas possible. Et donc j'ai fait ça un certain temps. Je crois que j'ai été éduque pendant 13 ans, mais pas qu'au foyer, puisque après je suis partie. Et ensuite, j'ai bossé avec les personnes SDF dans un foyer, pas du tout un foyer, dans un centre de stabilisation. Voilà, à l'AFTAM, dans le 95. Ça a été une sacrée expérience, ça aussi. Vraiment, une sacrée expérience. J'ai été formée aux addictions, d'ailleurs, pendant cette expérience-là. Et ça a été vraiment... particulier, riche. J'avais beaucoup de gratitude aussi de faire ça. J'ai rencontré des personnes formidables qui étaient à la rue, des situations aussi vraiment difficiles qui m'ont beaucoup bousculée. Et je me souviens que quand j'ai postulé pour ce poste, une des premières choses qu'on m'a dites en m'embauchant, c'est Sandra, il faut que tu saches que tu vas devoir travailler chaque jour avec ta frustration. J'avais pas bien compris sur le coup, puis en plus... Moi, la frustration, c'était un truc vraiment que je supportais pas bien. Donc, bref, quand elle m'a dit ça, je comprenais pas. Et puis, j'ai très vite compris qu'effectivement... mais travailler dans le social, de manière générale, c'est travailler avec sa frustration parce que c'est des moyens très limités, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de misère sociale, beaucoup de douleur, et des moyens très limités qu'on donne aux professionnels. Mais c'est aussi... Quand je parle Hier, je parlais du fait de redonner tout... De redonner aux gens leur pouvoir, en fait, personnel, leur responsabilité et tout ça. Et en fait, il y avait ce côté vraiment difficile pour moi de comment on enlève tout ça à certaines personnes, en fait. Comment certaines personnes se retrouvent encore plus démunies quand elles rentrent dans ce système-là. Et ça, c'était vraiment dur. Dans les foyers, moi, j'étais aussi confrontée... à la maltraitance institutionnelle. Je me souviens avoir voulu faire mon mémoire là-dessus et ma référente m'avait dit mais Sandra, si tu fais ça, mais tu vas te faire allumer par le jury.
Et du coup, j'ai quand même fait ça, mais sous une autre forme. Et puis c'est très très bien passé parce que c'était exactement ce que je voulais. J'ai continué ensuite, j'ai arrêté et puis ensuite j'ai travaillé en Vendée. J'ai quitté le 93, je suis désolée, c'est un peu fouillis. J'ai ensuite travaillé en Vendée, je suis partie à l'âge de 30 ans en Vendée. J'ai tout quitté, j'en avais vraiment marre de vivre en région parisienne et il était temps pour moi de voir autre chose. Et donc je suis arrivée en Vendée et avec mon CV, j'ai vraiment pas eu de mal à trouver du travail d'abord dans un foyer. Donc j'ai bossé avec les garçons adolescents en foyer. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai travaillé en AED, donc action éducative à domicile. Et là, j'intervenais auprès des familles pour éviter les placements. C'est-à-dire que quand il y avait des premiers signalements dans les familles, moi, j'intervenais dans les familles pour voir ce qui se passait déjà et puis ensuite faire en sorte d'éviter les placements parce que vraiment, quand on peut éviter les placements pour les enfants, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Parfois, on ne peut pas les éviter. Et voilà, c'est comme ça. Mais parfois, on peut et c'est chouette de pouvoir le faire. Et là, on a eu plusieurs formations. Donc, j'ai été formée en systémie. J'ai eu d'autres formations, mais alors, je m'en souviens plus du tout. Voilà, comme quoi ça m'a beaucoup marqué. Et puis ensuite, pour diverses raisons, je suis partie. Et notamment parce que là, je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais plus faire avec cette frustration, que je ne pouvais plus faire avec l'incohérence du système. Voilà, et le jour où une petite fille de 9 ans s'est pendue à un arbre, là j'ai dit c'est fini, j'arrête en fait. Ça faisait 1 an qu'on m'avait demandé d'arrêter ce suivi-là et 1 an après il s'est passé ce drame et là je me suis dit mais moi je fais pas ça pour ça en fait, je veux pas faire ça. Je veux pas contribuer à ça, je veux plus contribuer à ce système, de toute façon je ne parviendrai pas à changer quoi que ce soit comme ça. Et puis très vite je me suis dit mais en fait ces enfants de toute façon j'essaye de sauver parce que j'avais ce truc de je veux sauver le monde entier. Moi, je me baladais vraiment avec ma cape de sauveuse à l'époque. Hein. Vraiment. Je me suis dit, mais en fait, avant de vouloir aider ces enfants, ils ne s'éduquent pas tout seuls. Il y a une famille autour de ces enfants. Donc, j'ai repris des formations, et notamment une licence en psychologie. J'ai ouvert mon cabinet et j'ai commencé à accompagner les familles dans mon cabinet. Ça, c'était en 2012. En 2012. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais avant d'être une famille, on est un couple. Et donc, je me suis formée en thérapie de couple. Et puis après, je me suis dit, oui, mais avant d'être un couple, on est un individu. Et du coup, j'étais en plein dans mes études en psychologie et vraiment, Freud et moi, on n'était pas très, très potes. Très honnêtement, on n'était pas très très potes. Et du coup, j'ai fait le choix de refaire 3 ans de formation en thérapie brève et en hypnose. Et là, ça a commencé à être chouette, vraiment. Ça a vraiment donné une autre dimension à mes accompagnements. J'ai rencontré vraiment des chouettes personnes et ouais, j'ai vraiment commencé à m'éclater. Donc voilà pour mon parcours pro en cabinet. Donc ça a duré un certain temps. J'ai beaucoup bougé, je me suis beaucoup formée pendant ces années-là. J'ai accompagné beaucoup de monde sans vraiment le vouloir. De plus en plus, j'ai accompagné de plus en plus de femmes qui vivaient beaucoup de maltraitance, des grosses difficultés dans leur couple, qui étaient soit dans des relations toxiques, soit dans des relations vraiment et clairement maltraitantes. Mais je crois que c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait ça. Et en même temps, je me dis qu'on n'attire pas à soi les gens par hasard. Donc c'est aussi sans doute ce qui vibrait. En tout cas, moi, pendant très longtemps, j'ai lutté contre la maltraitance sous toutes ses formes, jusqu'au jour où j'ai fini par me dire que j'aurais plus d'énergie à œuvrer pour la bientraitance que de lutter pour la maltraitance, parce que j'avais l'impression que c'était une lutte sans fin. Et je m'épuisais là-dedans et ça me heurtait toujours beaucoup. Donc voilà.
Ça a été jusqu'à ce qu'on crée Somasoa. Ouais. Ensuite, il y a eu une année dans mon parcours, une année personnelle un peu difficile. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est quand j'ai fait un traitement pour tenter d'avoir un enfant. Et donc, il y a eu une année de traitement en PMA. Et là, ça a été vraiment compliqué. Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter mes consultations parce que je ne me sentais pas du tout de pouvoir accompagner les personnes qui venaient en consultation tout en étant présente à moi-même. C'était trop difficile, c'était trop fatigant. Et j'aimais pas l'idée d'être à moitié présente d'un côté et de l'autre. Donc voilà, j'ai privilégié mon projet personnel à ce moment-là. Et après une année plutôt chaotique, on a mis un terme à ce traitement. Et je suis partie avec Sébastien me former au yoga à Bali. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire ça. C'est-à-dire que dans tout ce parcours, quand j'accompagnais les gens, il y avait quelque chose de... alors au début d'ailleurs, avant même d'être formée en hypnose, donc l'hypnose ericksonienne, pardon, il y avait quelque chose dont je me rendais compte, c'est que parfois on peut avoir vraiment des déclics et tout, et ça reste dans la tête, mais il manquait un peu ce lien entre tête et corps pour vraiment aller recréer de la sécurité à l'intérieur de soi. Parce qu'on peut parler énergétique, on peut parler haute fréquence, on peut parler vibration, on peut parler manifestation, mais en fait s'il n'y a pas de sécurité d'abord à l'intérieur de soi, on va créer encore plus de stress, on va avoir un sentiment encore plus d'impuissance et d'échec. Et c'était vraiment important pour moi d'abord de pouvoir accompagner les gens à ce qu'ils reconnectent à leur puissance intérieure. Et ça, l'hypnose, ça m'a vraiment apporté ça, en fait, cet outil-là, pour pouvoir encore mieux accompagner les personnes. Et puis j'avais envie d'aller encore plus loin après dans ce rapport, dans ce lien entre corps et tête. Et du coup, le yoga m'a apporté ça. Donc j'ai fait un premier 200 heures à Bali avec Sébastien, en Hatha et Vinyasa. Et puis, c'était tellement génial de pouvoir faire le pont entre ce que j'avais déjà appris et ce que j'étais en train d'apprendre et de découvrir sur cette philosophie du yoga qui s'arrête absolument pas juste à ce qui se passe sur le tapis, mais ça va tellement au-delà de ça. C'est vraiment la relation à soi, la relation au monde qui nous entoure, comment on interagit avec soi-même, comment on interagit avec les autres. J'avais envie d'avoir un espace plus grand et sans limite pour pouvoir transmettre ça. Et donc, à partir de là, j'ai proposé à Sébastien de me rejoindre dans l'aventure et de créer quelque chose ensemble pour qu'on puisse faire ça ensemble, parce que moi, j'avais envie de transmettre au plus grand nombre. Il y avait plusieurs choses que j'avais envie de transmettre. La première chose, c'était peu importe d'où tu viens et peu importe ce que tu as vécu, tu as toutes les ressources et les capacités en toi pour t'épanouir, pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi, de la résilience, et t'épanouir et réaliser tes rêves. Et ça, j'en étais convaincue parce que moi, j'étais en train de le faire, je l'avais fait et je continuais de le faire, et j'ai accompagné beaucoup de personnes là-dessus, sur ce chemin-là. Donc, j'étais convaincue que ce que j'avais fait pour moi, ce que j'avais fait pour une personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 200 personnes en cabinet, je pouvais le faire pour encore plus de personnes. Et donc, on a créé Somasoa avec Sébastien exactement pour ça. Pour pouvoir faire en sorte que je puisse transmettre au plus grand nombre les bases d'abord, c'est-à-dire la connaissance de soi, renouer avec sa sécurité intérieure, pour ensuite expandre et aller encore plus loin et se connecter à plein de parts, à cette part de nous qui sait, à cette sagesse intérieure qu'on a. Et puis j'ai enchaîné avec un deuxième 200 heures de yoga avec Kula Collective, pour avoir des notions plus thérapeutiques et énergétiques dans le yoga. Et c'est exactement ce que j'y ai trouvé. J'ai beaucoup aimé ces 200 heures-là, cette formation-là. Et puis ensuite, j'ai refait un troisième 200 heures avec Mathieu Boldron, qui était génial. Voilà, pour le yoga. Ensuite, je me suis formée à la sonothérapie avec la formation L'Art du Son. Je vais pas vous citer toutes les formations que j'ai faites, mais je continue à me former de toute façon au quotidien. Aussi est très important en tant que thérapeute et encore aujourd'hui
Et pour moi d'abord, avant tout, pour moi aussi, j'ai toujours fait en sorte d'être accompagnée, moi aussi, que ce soit par des thérapeutes, par des coachs. Et ça a été vraiment important sur mon chemin aussi, mon propre chemin de la résilience. Et puis aussi pour mieux accompagner, pour déposer des choses. Et d'ailleurs, ça va avec une des questions qu'on m'a posées qui était comment as-tu fait? J'essaie de m'en souvenir par cœur, mais je suis pas sûre de pouvoir le faire. Comment as-tu réussi à te détacher des émotions des personnes que tu accompagnes? Coucou Stéphanie. Alors, ça n'a jamais été vraiment une question pour moi. Je crois que je me souviens quand j'ai dit à ma famille, déjà quand j'ai dit que j'allais arrêter d'être styliste pour être éduque, ma mère, la pauvre, si vous saviez, je crois qu'elle en peut plus de moi pour ça parce que voilà, j'avais un CDI et il n'y a pas cette notion de est-ce que tu te plais ou pas, tu as une sécurité de l'emploi, tu touches ton salaire, tu as ton appartement, tu restes dans un CDI, tu repars pas comme ça retester autre chose et bref, c'est pourtant ce que j'ai fait. Et de là, tout le monde me disait mais sensible comme t'es, tu peux pas travailler avec des enfants maltraités, abandonnés, tout, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu vas pas supporter. Et en fait, ça n'a pas toujours été facile, effectivement, parce que vraiment, parfois, on est confronté à des situations qui sont terribles. Et je crois que vraiment, avec cette expérience-là, j'ai côtoyé quand même un petit peu ce qu'il y avait de pire chez l'humain. J'avais déjà perçu quelques petites choses dans mon enfance, mais là, vraiment, ça atteignait encore plus des sommets. Et je dois dire que ça m'a pas mal chamboulée. Et en même temps, j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré aussi pouvoir me dire que je pouvais semer des graines dans le parcours de ces enfants. Je ne pouvais pas transformer leur vie parce que ça ne m'appartenait pas de le faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'aimais profondément ce que je faisais avec eux. Je les aimais aussi profondément, ces enfants que j'accompagnais. Et j'ai tenté du mieux possible de semer des petites graines dans leur parcours avec l'espoir que ça allait fleurir un jour. Et dans mon propre parcours sur le chemin de la résilience avec l'enfance que j'ai eue, je sais à quel point ça a été précieux aussi de rencontrer des personnes qui semaient ces graines-là. Et dans ma famille, j'ai eu aussi des personnes qui m'ont offert un amour considérable, et je pense notamment à mes grands-parents, qui ont semé des belles graines d'amour sur mon parcours. Et je le disais la dernière fois quand je parlais de mon grand-père qui est décédé maintenant, depuis 4 mois, sur le fait qu'il a semé dans ma vie des graines qui font qu'il y aura des fleurs pour toujours sur mon chemin, même s'il n'est pas là aujourd'hui, très clairement. Et ça, je crois que peu importe ce qu'on a vécu, c'est vraiment important de réussir à voir, c'est pas toujours évident quand on souffre, de réussir à voir aussi toutes ces petites graines qui sont en nous et qui peuvent vraiment faire de belles choses. Et ça, peu importe d'où on vient, il y a des graines, c'est sûr et certain. Et parfois, c'est dans des toutes petites choses. Donc, pour répondre à la question de comment j'ai fait pour me détacher aux émotions des personnes que j'accompagnais, en fait, j'ai pas eu à me détacher des émotions des gens parce que pour moi, ça a toujours été clair que ces émotions-là leur appartenaient à elles, à ces personnes-là et pas à moi. Parfois, ça pouvait me créer de l'émotion à moi et du coup, c'était mes émotions à moi et j'ai jamais eu de difficulté à dire bah là, ça me crée de l'émotion. Là, ça me touche. Ah, là, ce que vous dites, ça me touche aussi. Ou, voilà. Alors, très clairement, je ne me suis jamais mise à pleurer avec quelqu'un en cabinet parce que je crois profondément qu'on n'aide personne en pleurant avec lui, en fait. Surtout dans le travail. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a toujours été très clair et je ne suis pas mal à l'aise face aux émotions des gens. C'est-à-dire que j'avais toujours ma boîte en mouchoir, je crois que c'est en tant que thérapeute, on l'a tous, il y avait ma boîte à mouchoirs et elle était là à disposition, mais jamais moi je proposais un mouchoir par exemple à quelqu'un qui pleurait parce que j'avais pas envie de couper court à ça, j'avais envie d'offrir à la personne en face de moi la liberté de pouvoir aller dans son émotion avec la certitude que moi j'étais là pour soutenir en fait cet espace-là et faire en sorte que cette personne dans mon cabinet, elle se sente assez en sécurité pour pouvoir exprimer l'émotion qu'elle avait à exprimer sans aucun doute sur le fait qu'elle pouvait le faire.
Ça, pour moi, ça a toujours été primordial. Vraiment. Peu importe d'ailleurs la, peu importe l'émotion. Euh, ouais. Donc, j'ai pas eu de difficulté à ça. Chacun a son émotion et laisser libre la personne en face de pouvoir l'exprimer. Ça demande aussi de cheminer aussi de son côté, mais je crois que c'est une des premières règles en tant que thérapeute, c'est de pouvoir aussi faire le job pour soi, parce que je ne crois pas qu'on puisse accompagner les personnes au-delà de ce qu'on a fait pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout traverser de la même manière qu'eux. Quand j'accompagnais les personnes dans les addictions, ça ne voulait pas dire que moi j'étais obligée de traverser tout le même parcours, et heureusement, quand j'accompagnais des personnes victimes de maltraitance ou de violence, heureusement, j'étais pas obligée de vivre les mêmes choses, d'accord. En revanche, je faisais en sorte quand même d'aller clarifier ce qui se passait en moi, et notamment d'ailleurs quand je recevais des femmes qui étaient victimes de violences, puisque moi j'ai grandi avec une maman qui se faisait battre, donc c'était vraiment important pour moi de ne pas tout confondre et de faire vraiment la part des choses. Quand j'étais en cabinet, c'était pas ma mère que j'avais à sauver, c'était voilà, c'était autre chose qui se passait. Donc c'était important pour moi de non pas créer de la distance, mais d'être très au clair avec cette personne est en train de vivre une émotion. Mon job à moi, c'est de créer un espace de sécurité, un espace suffisamment sécurisant pour que cette personne puisse le faire comme elle le sent. Voilà. Pour la question des émotions. Et du coup, j'en ai parlé une fois avec la tribu, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez ou que vous accompagnez se met à pleurer, par exemple. Est-ce que tout de suite, vous avez le besoin de consoler? Et souvent, on se dit, je veux la consoler parce que ça nous donne le bon rôle, soit du sauveur, soit voilà, de la personne qui sait ou je ne sais quoi. Et moi, je crois vraiment que face aux émotions, parfois, on peut ne pas être à l'aise et que c'est souvent quand on n'est pas à l'aise qu'on tente de consoler vite. Voilà. Pour que ça s'arrête. Voilà. On n'a pas envie que la personne en face, elle soit mal parce que ça nous rend mal, nous. Charlène, ça me met mal à l'aise et je me sens obligée de ressentir la même émotion. Voilà, exactement. c'est exactement ce dont je parle. Et en fait, pour accompagner ou pour soutenir quelqu'un, à partir du moment où on se cale sur la même fréquence et sur la même émotion, en fait, on ne soutient plus rien. C'est pas possible. On est juste dans la même chose et donc dans la même émotion et on se retrouve avec la main sur la main de l'autre en train de pleurer avec lui et il n'y a plus rien en fait. Ou quand on veut vite consoler et qu'on donne des mouchoirs, mais non, ne pleure pas. Bah si, en fait, si. Et parfois, on n'a pas aussi besoin de trouver des solutions pour la personne. Parfois, et notamment avec votre entourage par exemple, ce qui compte c'est justement d'être présent et parfois même de rester dans le silence avec j'allais dire cette posture, mais vous n'êtes pas des professionnels quand vous le faites pour quelqu'un que vous aimez, mais avec ce truc là en vous, cette énergie de je suis là, juste je suis là. Peut-être que je sais pas c'est quoi la solution, mais par contre je suis là. Et ça pour moi ça vaut tous les mots du monde, ça vaut tous les mouchoirs du monde, de pouvoir permettre à l'autre de vivre son émotion sans se sentir jugé, sans sentir qu'il faut vite qu'il ravale ses larmes parce que c'est gênant de pleurer en société, de pleurer avec vous ou je ne sais quoi. Donc voilà, je crois vraiment que allez voir aussi ce que ça vous fait à vous quand vous êtes dans l'émotion, parce que si vous êtes gêné et mal à l'aise par rapport à l'émotion de celui qui l'exprime, probablement que vous êtes gêné aussi quand c'est vous qui êtes traversé par une émotion face à quelqu'un. Donc je trouve que c'est intéressant et si vraiment vous êtes dans l'accompagnement, peu importe votre profession, allez voir aussi à ce niveau-là, c'est vraiment important, la posture thérapeutique, c'est vraiment, vraiment important. D'ailleurs, je pense que en fonction des personnes qu'on aura dans le programme qu'on va faire pour les entrepreneurs
qui va commencer au mois de février. Peut-être que si on a beaucoup de personnes qui sont thérapeutes, peut-être que je ferai aussi des modules par rapport à ça, des coachings par rapport à ça, justement sur la posture thérapeutique, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, et pour moi c'est aussi la base quand on accompagne des personnes. Donc voilà. Où j'en suis? Je crois que j'ai répondu à la question par rapport aux émotions. Charlène, c'est toi qui m'as posé cette question, il me semble. Donc, si jamais tu as besoin que j'aille plus loin ou si d'autres questions émergent par rapport à ça, n'hésite pas à me poser les questions. J'y répondrai avec plaisir. Donc, voilà, on a créé Somasoa avec Sébastien exactement pour les raisons que je vous ai exprimées, que je vous partageais juste avant. Franchement, je me suis engagée sur le live 365 en me disant, il y a des jours où ça va vraiment pas être top, et bien là, on est vraiment sur un jour où c'est pas top. Voilà. Mais je le fais et je suis très heureuse. Donc, je me sens pas au top, mais par contre, je le fais avec beaucoup de joie, vraiment, parce que je me réjouissais beaucoup de vous retrouver. Donc ça, du coup, il n'y a pas de problème pour moi. J'espère juste que ce sera pas trop désagréable à écouter pour vous. Donc on a créé Somasoa. Somasoa, vous connaissez, c'est un espace donc aujourd'hui où je transmets vraiment toute mon expertise, toutes mes connaissances, tout ce qui me fait vibrer, tout ce que j'apprends encore, tout ce que je découvre encore aujourd'hui, parce que je crois que c'est jamais terminé. Et je le fais donc pour ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je crois profondément qu'on a toutes les ressources, les capacités en nous, toute la sagesse à l'intérieur de nous pour réaliser exactement tout ce qu'on veut réaliser. Parfois, ça passe d'abord par autre chose. Merci Jean-Paul, merci Seb. Ça passe d'abord par retrouver cette sécurité, se reconnecter à cette sécurité qu'on a en nous et qu'on a tous en nous. Parfois, c'est sous une pile de linge sale et parfois, voilà. Et on a besoin aussi parfois d'être accompagné par un thérapeute qui va nous aider à aller chercher cette pile de linge sale et à faire le tri de ça, est-ce que ça m'appartient, ça m'appartient plus, ça, il va falloir que je le lave, que j'apprenne à le plier et à le ranger au bon endroit. Tiens, là, il y a une pépite, c'est génial. J'adore ce fringue-là, ok, je prends. Ça, non, plus du tout. Je le rends à mon père, à ma mère, parce qu'en fait, ça ne m'appartient plus. Bref, des fois, on a besoin de faire ça. Mais une fois que ça, c'est fait, après ça reste du développement de soi, un cheminement, et c'est vraiment un travail à l'intérieur de soi. Parce que souvent, on croit que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est beaucoup en rapport avec l'extérieur, mais moi je crois vraiment que ça se passe d'abord à l'intérieur de soi. D'accord ? Donc dans sa sécurité, puis ensuite de la manière dont on se perçoit, l'amour de soi, la confiance en soi, puis après d'autres choses, ça peut même aller jusqu'à est-ce que j'ai foi en moi, est-ce que j'ai foi en d'autres choses. Et sur ce parcours en fait que j'ai choisi dans mon parcours personnel mais aussi professionnel, parce que les deux ont toujours été quand même intimement liés. Moi je ne crois pas qu'on puisse scinder les deux, mais en tout cas moi j'ai pas eu envie de scinder les deux, et d'ailleurs avec Somasoa encore aujourd'hui tout ça est, je sais pas où s'arrête la limite entre Somasoa, ce que j'incarne à l'intérieur de Somasoa, ce que j'incarne dans ma vie. En fait Somasoa c'est ma vie, ça fait partie de ma vie, en tout cas c'est pas toute ma vie mais ça fait partie de ma vie. Et quand on a créé, merci beaucoup Stéphanie, et quand j'ai créé Somasoa avec Sébastien, c'était vraiment ce que je voulais, c'était vraiment... En fait, j'avais la conscience de me dire, waouh, ok, j'ai appris tellement de choses aujourd'hui qui ont vraiment transformé ma vie, qui m'ont vraiment sauvé la vie, sans déconner, ça m'a vraiment sauvé la vie. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus largement ici, sur Instagram. Mais ouais, ça m'a sauvé la vie. Et je crois aussi que ça a vraiment sauvé la vie parfois de certaines personnes. En tout cas, c'est pas moi qui ai sauvé la vie de ces personnes-là, mais ce qui est sûr, c'est que ces rencontres-là, ces liens-là qui ont parfois été créés, et ce que j'ai transmis aussi à ces personnes-là, ça crée du changement pour ces personnes qui parfois étaient bloquées dans des situations vraiment compliquées, parfois très douloureuses. Et ça, vraiment, j'avais envie de me dire, mais je peux pas garder tout ça pour moi. je peux pas faire ça. Je sais à quel point c'est riche, à quel point c'est précieux. Et c'était même pas, je peux pas, c'est waouh.
il y a un truc là qui vibre en moi de je sais que je peux faire plus que ça en fait. Et j'ai envie de faire plus que ça. J'ai envie d'aider plus que ça. J'ai envie surtout de transmettre plus que ça. Et puis après, petit à petit, ça s'est transformé en j'ai envie d'inspirer. J'ai envie que mon parcours, ce parcours qui m'a tant fait souffrir, parce que franchement, j'ai pas toujours eu le même regard sur mon parcours. J'ai pas eu toujours... ouais, vous m'auriez connue à 20 ans, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui. Pas du tout, du tout, du tout. J'étais dans l'autodestruction. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour cette jeune femme que j'étais parce que, mon Dieu, ce que j'étais courageuse. Franchement, j'étais vraiment courageuse. Je pensais que j'étais paumée, mais en fait, j'étais vraiment courageuse. Et je sais même plus pourquoi je vous dis ça, je me suis un peu emballée là. Bref. Ouais, oui, si. Je me suis dit que, en fait, tout ce parcours-là, j'avais envie d'en faire quelque chose qui puisse inspirer d'autres personnes. Et je me souviens que ça a commencé en consultation quand j'avais des ados qui venaient en consultation et qui parfois me disaient mais je crois que je vais pas m'en sortir ou j'y crois pas ou Eh ben, je leur parlais de mon parcours, sans rentrer dans tous les détails, bien sûr, mais je leur parlais de mon parcours pour leur dire si c'est possible, je t'assure que c'est possible. Je sais qu'aujourd'hui tu souffres, je sais et j'entends qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui t'attend, mais je peux t'assurer que tu vas pouvoir créer de belles choses. Et je crois que ça, j'étais en train de semer des graines chez ces ados, mais je semais déjà des graines aussi à l'intérieur de moi pour Soma Soa. Alors Charlène, tu as clairement fait de tes faiblesses une force extraordinaire, très inspirante. Merci Charlène, merci beaucoup. Et Nora, comme d'habitude, toujours intéressante et live, prise de parole et réflexion. Merci Nora, merci beaucoup pour vos mots. Et merci, d'autant plus que vous voyez, peu importe où on en est aussi, on peut aussi avoir du jugement et la manière dont je me perçois là et dont je me sens à l'intérieur de moi, c'est pas forcément ce que vous percevez. C'est-à-dire que moi, il y a des fois là, depuis tout à l'heure, je me dis oh là là, je pars un peu dans tous les sens. J'ai un peu du mal à m'exprimer aujourd'hui. Et en même temps, c'est ok. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie de mon challenge des 365. Si vous avez vu le premier live, c'était accepter et arrêter de vouloir être dans le contrôle de ce que je dis, le contrôle de mon image, le contrôle de la perfection, du moindre détail, et arrêter de vouloir chercher à tout prix la perfection et d'être dans ce que je suis et assumer complètement ça jusqu'au bout, justement. Donc voilà, aujourd'hui est un pur exemple de ça. Donc quand j'accompagnais ces ados, il y avait déjà ces graines-là qui étaient semées de peu importe d'où on vient, il y a forcément autre chose qui nous attend si on en a envie en fait. Il n'y a pas de fin en soi, peu importe ce qu'on a vécu. C'est sûr, j'en suis persuadée. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va le faire et tout le monde va s'en sortir ? Ben non, parce que en fait, certaines personnes souffrent jusqu'au bout, certaines personnes n'y arrivent pas, ne peuvent pas, je sais pas comment dire, mais et c'est comme ça. C'est ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez cette conviction il y a autre chose qui vibre en vous, même si vous avez vachement peur, je sais que c'est possible. Et même, j'irais même au-delà de ça, parce que ce que je dis là, c'est même pas vrai, parce que ces ados-là, ils n'avaient pas cette conviction en eux. Au contraire, ils disaient, mais ma vie, c'est de la merde, et ça se trouve, ce sera de la merde tout le temps. Et je suis persuadée que certains de ces ados aujourd'hui se sont construits une vie formidable. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que moi, à 15 ans, oui, il y avait sans doute une part de moi qui vibrait et qui se disait il y a autre chose qui m'attend. D'ailleurs, oui, il y avait cette part de là, mais il y avait aussi une part de moi qui était très honnêtement persuadée qu'elle n'irait pas au-delà de 25 ans en fait. Tellement c'était difficile à ce moment-là pour moi. Tellement c'était douloureux à ce moment-là pour moi. Donc, ce que je transmets dans Soma Soa aujourd'hui, j'y crois profondément. Parce que je peux vous assurer que si j'y croyais plus, si un jour je ne crois plus en ça, j'arrête. Tout comme le jour où j'ai été dégoûtée du dessin,
j'ai arrêté d'être styliste et j'ai été EduxP. Malgré ce que tout mon entourage me disait en mode, non mais pourquoi tu fais ça? Et puis ensuite, j'ai repris mes études et tout ça et j'ai eu mon boulot, mes CDI. Et quand j'ai dit à ma mère, je vais quitter Paris pour venir en Vendée, en pleine soi-disant crise de l'emploi, ma mère m'a dit mais t'es folle, tu peux pas faire ça, t'as un CDI, tu peux pas faire ça. Et puis j'ai trouvé un autre CDI en Vendée. Et puis en Vendée, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, encore une fois, ma mère m'a dit mais tu peux pas te mettre à ton compte, comment tu vas faire, t'as ton CDI. Et je me suis mis, j'ai ouvert mon cabinet et ça a fonctionné et j'avais tellement de plaisir à accompagner les personnes qui me faisaient confiance et qui étaient là et c'était génial. Et puis après, j'ai dit, bah maintenant, je m'en vais et je vais rejoindre Sébastien à Bordeaux. Et ma mère s'est dit, mais... Et je crois qu'à un moment donné, elle a lâché prise et elle s'est dit, bon, de toute façon, elle fera toujours ce qu'elle veut. Et puis c'est comme ça. Et en même temps, elle me disait toujours, et plein de gens, des membres de ma famille et mon entourage me disaient à chaque fois, ça nous paraît complètement n'importe quoi ce que tu fais et risqué et machin. Et en même temps, à chaque fois, tu y arrives et c'est génial et c'est inspirant et c'est motivant. Et moi, je crois vraiment en fait que tout ce parcours que je suis en train de vous partager, pourquoi je vous le partage? Non pas parce que j'ai envie que vous vous disiez que j'ai une vie extraordinaire, mais surtout parce que j'ai envie que ça inspire quelque chose peut-être. Au-delà de, peu importe d'où on vient, on peut y arriver et on peut réaliser ses rêves. J'ai aussi envie que ça inspire le fait qu'il n'y a pas un chemin dans la vie qui est bon pour tout le monde. Il y a un chemin pour chaque personne en fait. Et ce chemin-là, c'est celui que vous choisissez. Sébastien qui dit « Et après, on a tout vendu pour partir à Bali. » Oui. Et après, on a tout vendu pour partir à Bali. Nos parents, vraiment, nos familles, à chaque fois, c'est... on les bouscule, je peux vous dire qu'on les bouscule. Voilà. Et puis après, on est rentré, on est parti au Portugal. Et puis ensuite, là, on est au Cambodge. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je disais? Oui, il n'y a pas un chemin pour tout le monde, il y a un chemin et c'est le chemin qu'on se construit. Et parfois, sur ce chemin-là, on fait des tours et des détours. Et en fait, on s'en fiche parce que la vie, c'est le chemin, en fait. La vie, c'est l'expérimentation. La vie, c'est les expériences. C'est ne pas réussir et recommencer. C'est croire que c'était ça notre rêve et se rendre compte qu'en fait, non, c'était peut-être autre chose. Coucou. Coucou chat. Jean-Paul qui dit « Plus rien ne nous étonne, vous vibrez votre vie. » Merci Jean-Paul. Oui, j'ai vraiment besoin de vibrer. Effectivement, j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin de faire plein de choses. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme je changeais plein de choses, il y avait plein de gens qui me disaient « Mais t'en as pas marre de tout construire et de tout déconstruire pour reconstruire, tu te fatigues pas. » Et en fait, parfois, certaines personnes pouvaient essayer de semer cette graine de « Mais en fait, t'es pas stable. T'es jamais satisfaite. » Et moi, je me disais « Mais pourquoi je m'obligerais toute ma vie à faire quelque chose que j'ai choisi quand j'avais 15 ans ?» Alors voilà, à 19 ans, j'étais styliste. À 20 ans, j'étais éduque. À 30 ans, j'étais thérapeute. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je suis coach. J'ai toujours du mal à mettre des étiquettes. Je sais expliquer exactement ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui me fait vibrer là-dedans, mais toutes ces étiquettes, j'ai toujours eu un peu du mal à les coller. Et en même temps, je sais que c'est important pour que les personnes comprennent parfois ce qu'on fait et ce qu'on vend, ce qu'on propose et tout ça. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que sur ce chemin-là, et à 50, mais oui, à 50, je ne sais même pas ce que je vais faire en fait. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que voilà, le jour où Soma Soa me fera plus vibrer, si un jour ça devait arriver, je changerai. J'aurai cette honnêteté vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de toutes les personnes qui me font confiance d'arrêter en fait. Parce que je peux vous assurer que c'est vraiment précieux pour moi. Je ne prends pas la confiance des gens pour acquise. Elle est précieuse. C'est vraiment important pour moi d'honorer ça. Voilà. Avant tout déjà pour moi et puis ensuite pour toutes les personnes qui nous rejoignent dans notre univers.
Et j'ai jamais envie de tenir ce discours faut suivre ce chemin, il n'y a qu'une voie, et c'est comme ça. Et Sébastien qui tente de me manipuler. Ça fait très longtemps qu'il me dit, ce serait bien que tu écrives un livre sur ça. Je ne le sens pas pour le moment. Voilà. Donc, choisissez votre chemin. Vivez votre chemin, vibrez votre chemin, ne vous découragez pas. Peu importe que vous ayez l'impression de faire des tours et des détours. De toute façon, la finalité, c'est pas l'objectif, cette espèce de finalité en fait. C'est la vie, l'objectif de la vie, c'est la vie, c'est de vivre, c'est d'expérimenter, c'est de vibrer. Bonjour, que pensez-vous aujourd'hui de l'explosion de justement tous les métiers liés au bien-être, à la spiritualité, etc. J'en pense rien. Je ne sais pas si je dois en penser quelque chose. Tu sais, quand j'ai créé Somasoa, et depuis que j'ai créé Somasoa, il y a plein de fois où je me fais des nœuds au cerveau parce que il y a plein de fois où j'ai eu l'impression que je devais choisir entre mon pragmatisme et mon côté plus spirituel. Entre ce que j'ai appris en psycho et ce que j'ai appris dans mes formations de yoga. Ce que j'ai appris dans mon expérience de vie et dans ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai appris dans mes bouquins. Et en fait, je crois que là où je m'éclate le plus et là où je le fais avec le plus d'amour, le plus de joie, avec le plus de conscience aussi, c'est quand j'assume le fait que je suis ce tout, en fait. Je suis tout ça. Je peux très bien... je peux parler de neurosciences et puis à côté, je peux parler de manifestations, de mantras, voilà, je peux parler de respiration et d'anatomie et à côté parler de foi et de je ne sais quoi. Enfin voilà, et c'est ce tout. Donc en fait, cette explosion de métiers liés au bien-être, tu sais, quand il y a quelque chose qui explose, pour moi, c'est toujours déjà en réaction avec quelque chose qui ne convient plus. Je crois, voilà. Attention, hein, tout ce que je partage ici, c'est juste ce que je pense moi. Hein. Donc après, voyez comment ça vibre pour vous et faites-vous votre propre jugement parce qu'il n'y a pas de vérité. Hein, voilà. En tout cas, pas sur ces sujets-là, je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne détiens pas la vérité. Donc, voilà, je crois que quand il y a une explosion de quelque chose, c'est souvent en réaction avec quelque chose qui ne convient plus et qui était déjà bancal avant. Je crois aussi que ce qui est intéressant avec ces métiers-là et ces consciences-là, c'est que ça replace les gens dans leur responsabilité de faire ce qui est bon pour eux. Voilà. C'est-à-dire que, tiens, tous les jours, j'ai une migraine, tiens, tous les jours, j'ai mal au ventre, tiens, tous les jours, j'ai une boule à la gorge là, et au lieu de prendre un Doliprane, tiens, si j'allais comprendre et voir un professionnel, un thérapeute, ou je ne sais quoi, qui m'explique ce qui se passe dans mon corps, ou même juste, tiens, déjà, si je commençais par ouvrir un bouquin pour comprendre ce qui se passe dans mon corps et me dire que, merde, en fait, si mon corps, tous les jours, il est dans l'inconfort, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il m'envoie des messages et qu'il va peut-être falloir que je capte, parce qu'en fait, prendre juste un Doliprane pour éteindre la douleur, ça ne va pas faire le job. Hein, c'est comme prendre un somnifère pour faire en sorte de dormir, et c'est comme prendre un anxiolytique pour faire en sorte de ne plus ressentir l'émotion qui nous traverse, et de ne faire que ça, en fait. Et juste ça, sans jamais aller au-delà de ça. Et quand on fait ça, du coup, on oublie, on s'oublie, on s'oublie et on oublie la responsabilité qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne parle pas de la responsabilité vis-à-vis des autres, je m'en fiche de ça, mais juste vis-à-vis de nous-mêmes, de se reconnecter à nous. Et si on n'y arrive pas tout seul, parce que c'est pas toujours évident tout seul, demandons de l'aide. Moi, j'ai demandé de l'aide plus jeune. J'ai demandé de l'aide et heureusement que je l'ai fait, franchement. Et puis parfois, c'est pas nécessaire, et ben tant mieux, vraiment. Alors, vous êtes magique, cela fait à peine 3 jours que je vous suis sur Insta et pourtant vous m'inspirez énormément. J'ai 17 ans,
Je commence dans le monde d'une girl boss et pourtant j'ai peur de me... Est-ce qu'il y a la suite? Il n'y a pas la suite. Bah écoute, merci. Je suis ravie que tu trouves de l'inspiration ici et bienvenue à toi. Et bienvenue à toi ici. Vraiment, je suis très heureuse que ça puisse t'inspirer. Vraiment. Je sais plus ce que je disais du coup, encore. Sébastien, est-ce que tu peux me dire ça fait combien de temps que je suis en live maintenant? Parce que je voudrais pas que ce soit trop long pour vous. Parce que moi, je sais que je peux avoir tendance à parler, mais voilà. Je voudrais que ça reste digeste pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Vous pouvez les poser. Je regarde juste, mais je crois que j'ai posé toutes les questions. Mantra Sempra, dis-moi si ça a répondu à ta question ou si tu as d'autres questions par rapport à ça. Pour finir là-dessus, tu sais, hier j'ai fait un live où je parlais de cette espèce de chasse aux sorcières, de est-ce que les gens ont besoin d'être sauvés de tous les charlatans, est-ce que du coup cette explosion ça fait que justement il y a plein de gens qui font ça et pas bien et machin et tout. Et moi je crois vraiment que c'est important justement de surtout rappeler aux gens qu'ils savent par eux-mêmes ce qui est bon et juste pour eux. Voilà. Et parfois on se trompe. Parfois, on va pas voir la bonne personne et puis c'est pas grave parce qu'en fait, on peut réajuster et arrêter et puis aller ailleurs et puis ça devient une expérience. Moi, quand j'ai demandé de l'aide, quand j'ai demandé à être accompagnée, je suis pas toujours tombée sur les meilleurs pour moi et j'ai changé à chaque fois. À chaque fois. Donc, à chaque fois que c'était nécessaire. Donc ça, il faut aussi se faire confiance par rapport à ça. Mais c'est vrai que parfois, à force d'être infantilisé, à force qu'on nous fasse croire qu'on doit être sauvé et protégé de toutes les arnaques et tout ça, bah peut-être que ça peut aussi nous faire croire à un moment donné que nous, on ne peut pas savoir par nous-mêmes. Alors, j'ai peur de me lancer sur des lives Instagram pour donner envie de pâtisser. Comment dépasser cette peur-là? Auriez-vous un conseil? J'en ai parlé hier. Je crois que c'est hier ou avant-hier, j'en ai parlé parce que les personnes que je coach, en business notamment, souvent c'est quelque chose qui revient. Elles me disent, j'ai peur de faire des lives, ou j'ai peur de parler, ou j'ai peur de faire des coachings en direct et tout ça. Et souvent, ma réponse est la même, c'est d'accepter qu'au début, c'est pas parfait. Et c'est ok en fait, c'est pas grave. Et c'est accepter de réitérer en fait. Le faire, c'est la répétition. Voilà, je cherchais le mot répétition. C'est la répétition qui va faire qu'à un moment donné, on va être de plus en plus à l'aise. Donc, c'est s'observer après, par exemple, un live et se dire, bon, bah, ok, j'ai fait du mieux que je pouvais. Tu sais, il y a aussi l'intention, en fait. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre là-dedans? Moi, franchement, je crois vraiment que je suis hyper à l'aise la plupart du temps en live. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas peur. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve que je ne suis pas au top dans ce live. Voilà. Et parfois, j'ai aussi encore du jugement vis-à-vis de moi-même de me dire waouh, là, tu as parlé trop rapidement, puis là, tu étais peut-être un peu calme et tout. Et puis, bah, c'est ok parce que, tu sais, on croit souvent qu'on doit renvoyer une certaine image. On se préoccupe beaucoup de l'image qu'on doit renvoyer aux autres, ce que les autres vont penser. Mais en fait, c'est pas vraiment le plus important parce que enfin, ça va être très bateau ce que je vais dire, mais c'est impossible de plaire à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu vas accepter d'être qui tu es et de le faire à ta manière et de transmettre à ta manière et d'appuyer sur ton bouton et d'être en live et de te dire ok, maintenant j'y vais avec ce que je suis, plus tu vas attirer à toi sur ton compte les personnes avec qui ça match en fait dans l'énergie. Je pense que c'est ça, c'est juste ça. Ouais, accepter d'y aller. Quand j'ai fait mon premier live avec la tribu holistique, waouh, j'étais tellement pleine d'émotions, il y avait tellement d'émotions qui me traversaient. J'étais super excitée, puis en même temps j'avais peur. Quand j'ai fait
allez, on y va pour les confidences, mais quand j'ai fait mon premier lancement pour Holistique, la première masterclass, est-ce que c'était une masterclass? Enfin, en tout cas, le premier Zoom qu'on a fait pour parler de la formation holistique, je me souviens qu'on était à Bali, dans la piscine, 2 heures avant, avec Sébastien, peut-être même 1 heure avant. Je pleurais toutes les larmes de mon corps tellement j'avais peur. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, littéralement. Et pourtant, je suis sûre que personne ne s'en est douté. Et ensuite, quand je me suis mise devant mon écran et que j'ai appuyé sur le bouton pour commencer, waouh, c'était génial. Il y a autre chose qui m'animait parce que, en fait, j'étais plus juste Sandra pour moi avec mes peurs. J'étais Sandra, celle, coucou Dylan, Sandra, celle qui vibre et qui est portée par cette mission, par ce qui me faisait vibrer, par mon pourquoi, vous l'appelez comme vous voulez, le pourquoi, la mission, voilà. J'étais tellement portée par ça et je suis tellement encore aujourd'hui portée par ça que c'est ce qui fait que je fais ce challenge de 365 jours avec aucun doute sur le fait que je vais le faire. Vraiment. Parce que j'adore faire ça. Et donc, si tu as peur des fois, raccroche-toi à ça aussi. Pourquoi tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Et du coup, ce sera peut-être pas toujours parfait, mais ça aura beaucoup moins d'importance que le fait d'avoir fait ce que tu avais vraiment envie de faire et ce pourquoi tu le fais. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport à ça. Et puis ensuite, quand même, ça portait beaucoup d'amour et de douceur parce qu'on peut se juger un peu durement parfois. Vraiment. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir le faire. Je crois que j'ai fait le tour parce que je crains que ce soit un peu long quand même après. Donc, dans les grandes lignes, un parcours atypique, plusieurs chemins qui m'ont conduit exactement là où j'en suis aujourd'hui et j'en suis très fière et tout ce que j'ai fait parce que je vous ai pas tout dit, mais entre-temps, je me suis passionnée pour la photographie, j'ai photographié les femmes pour qu'elles reconnectent à leur corps et en travaillant justement toute cette notion d'estime de soi. Ensuite, on est venu me voir en me disant « Ouais, ton site internet, il est vraiment trop beau, qui te l'a fait? C'est moi. Ouais, tu veux bien me faire le mien? Ok. » Puis quand j'ai commencé à sentir que j'avais envie de retourner dans de la créativité et dans de l'esthétisme et tout ça, je me suis mise à faire des sites internet pour les gens. Et j'aimais bien ce truc de percevoir un peu au-delà et d'incarner l'âme du projet dans un site internet, et j'adorais voir les yeux des gens qui pétillent en disant waouh, c'est génial, c'est moi en fait, ce site internet c'est moi. Donc j'ai fait ça aussi. Et en fait tout ça, il y a à chaque fois en me disant mais pourquoi tu changes encore et pourquoi tu fais ça et pourquoi ceci, pourquoi cela, tout ça m'a permis d'être l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, m'a permis de créer Soma Soa, de faire nos sites internet, de faire nos photos au début avant qu'on puisse s'offrir les services d'un photographe. Ça m'a permis de tout faire avec Sébastien et avec plus ou moins de confort des fois, mais de pouvoir faire tout ça. Donc il n'y a pas un chemin aussi. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, même si parfois vous avez l'impression que ça n'a pas vraiment de sens, je peux vous assurer que ça sème des graines et qu'à un moment donné, vous en ferez peut-être quelque chose. Et si ce que vous faites, ça vous fait plus vibrer, eh bien, oui, je l'ai dit. Et si à un moment donné, ça vous fait plus vibrer ce que vous faites et que vous avez peur de ne pas réussir à trouver autre chose derrière, ou au contraire, s'il y a quelque chose d'autre qui vous fait vibrer et que vous avez peur de lâcher ce confort que vous avez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Franchement, on peut tout accomplir. On peut tout accomplir. Voilà, si à 15 ans, on m'avait dit « Sandra, ne t'inquiète pas, parce que plus tard, tu vas voyager dans le monde, tu vas créer Soma Soa, ton histoire, elle va inspirer plein de personnes. Tu vas aussi aider d'autres enfants, d'autres ados, parfois des familles, des couples, des adultes. Et puis, tu vas leur permettre de se reconnecter à leur sécurité intérieure. Et puis, tu vas leur permettre
juste en impulsant des déclics parfois qui se reconnectent à waouh, en fait, je suis un super humain moi aussi. Et je peux faire plein de choses moi aussi. Et tout est là déjà en moi et c'est génial. Voilà. Eh ben, je l'aurais sans doute pas cru, mais c'est chouette. Le rapport à l'argent, c'est difficile dans un projet de reconversion. Oui, complètement. Complètement. Bien sûr qu'on a peur. L'ego, il est là pour notre protection. Il aime pas trop ça hein, quand on commence à toucher à nos finances parce qu'il se dit qu'on va plus bouffer comme on veut, qu'on va peut-être pas pouvoir se loger et tout ça. Et du coup c'est compliqué. Mais ça se fait. Mais peut-être l'objet d'un autre live. Voilà Charlène, enfin, on va faire ça comme ça. Je pense que vous pouvez me poser des questions sous les lives et moi je vais les noter et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, le rapport à l'argent. Mais le rapport à l'argent, c'est aussi des choses dont on va parler et dont on parle déjà dans d'autres programmes. Voilà, je vais m'arrêter là les amis parce que ça commence à faire un petit moment. Merci d'avoir été présent à ce live. Merci à toutes les personnes qui vont le regarder en replay. Notez en commentaire si vous en avez envie, parce que ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Notamment en commentaire ce que vous avez envie de retenir, si ça vous a inspiré quelque chose. Vous pouvez aussi le partager. Si vous avez des questions, partagez-les aussi. Je vous rappelle juste que Couple Alchimique, le programme est là avec un tarif à 222 € pour les 4 semaines du programme. Il va passer à partir de la semaine prochaine, je regarde mon tableau qui est là parce que je suis nulle pour ça. Il va passer à partir de la semaine prochaine à 333 €. Et Sébastien, est-ce que tu peux me confirmer que Expansion est en ligne? Je crois pas. Bon bref, je vous parlerai du programme Expansion qui commencera au mois de janvier, très bientôt. Et au mois de décembre, il y aura un programme sur les émotions. Il va y avoir aussi un programme pour les entrepreneurs pour faire sa vision 2023. C'est quoi tous vos projets entrepreneuriaux pour 2023? Je vais vous accompagner à faire ça parce que c'est exactement ce qu'on a fait pour nous. Donc voilà, j'ai envie de le faire avec les personnes qui seront intéressées pour le faire. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que votre chemin est le plus beau de chemin pour vous. N'oubliez pas que vous êtes unique et c'est parfait. Quelque chose que je n'ai pas dit et je veux vraiment finir là-dessus. Quand les gens vous disent que ce que vous faites c'est fou, qu'ils vous parlent de leur peur, c'est leur peur à eux, c'est pas pour vous, ils vous parlent d'eux. Donc croyez en vos projets, croyez en vos rêves et step by step, allez-y, un pas à la fois. À un moment donné, on arrive au sommet de la montagne. Voilà les amis. Jean-Paul qui dit c'est très bien Expansion. Oui, Jean-Paul, il était là aux premières Expansions. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Je vous embrasse. Passez une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour le 6e jour.